et merci à vous d'être là, si nombreux. Et merci à Thierry Joubard, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir et qui va nous parler du développement personnel. Sachant que si j'ai bien compris, j'ai lu le livre qui s'intitule Contre le développement personnel. Évidemment, ce n'est pas tellement du bien que vous allez nous en dire. Le regard que vous portez dessus est très critique. Je dirais même, plus on avance dans le livre, plus c'est pessimiste, parce que ça termine par Trump, en fait. Donc, c'est une grosse catastrophe. Voilà, sachant que, selon vous, ce serait très révélateur de l'état de notre société néolibérale et des individus qui la composent ou qui la subissent. Voilà. Sachant que non seulement, d'après vous, le développement personnel serait très illusoire, d'abord fondé sur une espèce de mythe évidemment très attirant, selon lequel nous aurions tous un moi profond, plein de potentialités, et qu'il suffirait de vouloir, en fait, pour pouvoir développer toutes ces potentialités, devenir vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et puis quelqu'un de bien, une belle personne, comme on dit, comme vous dites aussi avec ironie, qui développe son estime de soi et qui atteindrait peut-être une forme de bien-être, voire de bonheur. Tout ça, donc, très facilement, en fait, puisque tout est inscrit profondément en nous et qu'il suffit de vouloir et de faire de petits efforts pour pouvoir développer toutes ces potentialités. Donc ça, ce serait la première arnaque, en quelque sorte, en tout cas, le premier côté très trompeur du développement personnel. De plus, vous insistez sur le côté très individualiste, voire carrément égotiste de la démarche du développement personnel, puisque tout se passe comme si chaque égo était tout seul avec lui-même et qu'il n'y avait aucun environnement, aucun déterminisme social, aucune histoire, et même aucun inconscient, en fait. Chaque sujet est totalement transparent à lui-même, et il ne tient qu'à lui, effectivement, de se développer à son gré, développer donc ces fameuses potentialités. Ce qui, en contrepartie, bien évidemment, implique qu'il se retrouve responsable de tout, donc tout ce qu'il fait, non seulement tout ce qu'il fait, mais tout ce qu'il est, même sa situation. Donc, en cas de réussite, certes, très bien, mais évidemment, en cas de difficulté, il n'aura qu'à s'en prendre, qu'à lui-même, puisque c'est lui et lui seul qui est responsable, effectivement, de tout ce qui lui arrive et même de sa situation. Donc ça, c'est le deuxième grand point très négatif. Et plus encore, vous en arrivez à l'idée que finalement, ce développement personnel est totalement aliénant et un complice très efficace, en fait, du management qui sévit dans toutes les entreprises et même maintenant dans toute la fonction publique, où effectivement, on n'a plus besoin de chef, finalement, on a un manager, pardon, on ne dit pas encore, moi je suis prof, donc c'est vrai qu'on ne dit pas encore ça, mais on y est presque quand même, où on est tous des collaborateurs, il y a une espèce de pseudo-horizontalité, ou une véritable horizontalité, sachant que ça fonctionne parce que finalement, c'est l'individu lui-même qui s'auto-exploite, en fait, qui s'auto-contraint, qui s'auto-culpabilise, qui s'auto-responsabilise. Et donc, il y a une intériorisation au cœur même de la subjectivité de chacun, effectivement, de cette idée qu'il faudrait s'exploiter lui-même. Il y a vraiment le terme d'exploitation, le terme de s'investir, investir son propre être dans l'entreprise, dans ce que le manager attend de lui, en fait. Et du coup, effectivement, ça mènerait à des sujets qui deviennent complètement étrangers à eux-mêmes, complètement manipulés de l'intérieur, en fait. Ça cacherait les rapports de domination en les intériorisant, en fait. Voilà. Donc voilà pour une petite présentation. Et donc, c'est vrai que c'est très pessimiste, en fait, parce qu'à vous lire, on a l'impression que ça gagne vraiment du terrain, que c'est très révélateur de notre société et que c'est très dominant. Alors c'est vrai, peut-être, petite question quand même, dans quelle mesure vous pensez que ça a gagné toute la société, tous les individus? Je sais qu'en tant que libraire, vous voyez que les livres de développement personnel se vendent très bien, mais alors je ne sais pas si vous pouvez mesurer à quel point ça se propage. Et peut-être deuxième question, est-ce que quand même dans le monde du travail, il n'y a pas des résistances? Parce que ce management, je pense que de plus en plus, notamment par le biais des syndicats, on a conscience que c'est n'importe quoi et que c'est l'horreur et que c'est une autre forme d'aliénation. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de forme de résistance à ça, au moins dans le monde du travail? Voilà. Alors,
Bonsoir à toutes et à tous, amis et amiemoises, merci d'être venus. Alors je vais répondre à vos deux questions. Déjà, je vous remercie pour la présentation. En fait, vous avez tout dit, moi je pense que je crois, c'est ça réglé. C'est pessimiste, oui et non, c'est-à-dire que le livre est publié dans une collection qui s'appelle Les Incisives. Donc, qui dit incisive, dit ton un peu mordant. Donc, le titre en lui-même est suffisamment explicite contre le développement personnel. Le titre de la conférence de ce soir, c'est la face cachée du développement personnel. Vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu d'eau dans le... Peut-être qu'avec l'âge, on s'assouplit, je ne sais pas. Oui, je pense que, parce qu'en plus, si vous voulez, donc je vous parle moi en tant que libraire, c'est-à-dire que je pars de mon expérience au quotidien, dans une grande librairie qui a un gros rayon de développement personnel, pour la bonne et simple raison que, puisque ça marche, on vend, et plus on en vend, plus on veut en vendre. Les libraires n'étant pas non plus des parents de vertu, si le cash rentre, on ne va pas trop regarder très bien. Et puis, comme le disent si souvent les clients et les clientes, parce que c'est essentiellement un public féminin pour le développement personnel, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, ce qu'on a dit moult fois. Alors, donc, effectivement, il y a les livres, mais s'il y avait ça, ça ira encore. C'est-à-dire que vous avez les livres, vous avez les magazines, vous avez les séminaires, les stages, les conférences, les formations, et bien entendu, ce que moi je ne peux pas vraiment quantifier quand on voit les effets, les réseaux sociaux, Internet. Puisque là, effectivement, on constate de façon parcellaire certaines choses, mais on mesure l'ampleur de la chose, et il suffit de voir les chiffres de vente des livres pour se dire que, effectivement, c'est un phénomène massif. C'est-à-dire que j'ai apporté quelques exemplaires, quelques morceaux choisis, dont la Sainte Trinité du développement personnel en France, que sont les 4 accords Toltec de Don Miguel, le pouvoir du moment présent des cartes et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et l'éditeur, très fièrement, pour le dernier, écrit ce livre a changé la vie de 1 million de lecteurs. Mon édition date un petit peu, donc maintenant c'est plus. Et pour ce qui concerne les 4 accords Toltec, on en est à 9 millions de livres vendus, dont 7 millions aux États-Unis, je crois. Donc, quand un phénomène prend une telle ampleur, il ne peut pas y avoir d'effet. Et ces effets, je les ai mesurés complètement par hasard, parce qu'en fait, j'ai hérité, moi, du rayon de développement personnel à la librairie pour des raisons tout à fait aléatoires de place, d'agencement du magasin. Alors jusqu'à présent, je voyais les livres en piles sur les tables, et je voyais les titres au passage, et j'avais un petit sourire condescendant, je l'avoue, et je m'en repens. Mais quand j'ai hérité du rayon, un libraire s'allie normalement. Donc je me suis dit, mais il va falloir que je vois de quoi on parle. Donc j'ai lu du développement personnel. Et je dois dire que j'ai vécu une expérience de pensée assez éblouissante. J'ai senti mes neurones s'éteindre l'un après l'autre. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment est-ce possible que ces livres se vendent? C'était simplement ça le constat au départ. C'était cette stupéfaction devant cet amas de lieux communs, de bon sens, de bons sentiments, ce que j'appelle le gnangnan. C'est un concept qu'il faudrait que je développe, mais le voilà, c'est du gnangnan. C'est-à-dire que oui, il n'y a rien de faux dans tout ça, bien sûr, mais on le sait tout ça, on n'a pas besoin de vous. Donc la question qui se pose, c'est pas pourquoi les gens achètent, mais comment se fait-il que dans notre société, on se tourne vers ce genre de choses? À quel besoin cela répond-il? Ce qui m'a donné encore plus envie d'échanger avec mes clientes et mes clients
pour leur demander, voilà, moi j'ai lu ça, vous l'avez lu, c'est ça qui est bien à la librairie, c'est que c'est pour échanger avec les gens. Hein. Et il y avait effectivement le « ça ne fait pas de mal ». Il y avait aussi des gens qui m'ont dit qu'à un moment de leur existence, un moment de doute, un moment de fêlure, ils ont lu ces livres et cela leur a fait du bien. Donc, contre le développement personnel, oui, mais pas totalement contre, parce que j'admets, je reconnais qu'effectivement, ça peut avoir un effet positif. On peut avoir besoin d'être rassuré à certains moments, parce que la vie n'est pas facile, mais encore une fois, la question se pose, pourquoi a-t-on recours à cela, comment faisait-on avant? Et puis, j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit, écoutez, j'ai lu celui-ci, j'ai lu Lise Bourbeau, j'ai lu Eckhart Tolle, j'ai lu Christophe André, tout ce que vous voulez, et j'y arrive pas. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout est écrit, j'ai suivi à la lettre, mais ça ne change rien, et au contraire, c'est pire, puisque maintenant, avant je me sentais mal, mais maintenant je me sens nul. Parce que je n'y arrive pas. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi, monsieur le libraire? Alors, je suis bien en peine de conseiller des livres de développement personnel, donc je m'oriente plutôt vers la philo en général, plus du tout dans mon registre, quoique. Ou alors Dostoïevski, parce que c'est toujours très valoratif, quand on n'a pas le moral. Alors, la première difficulté, c'est de dire de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Parce que la dénomination en elle-même, au départ, était très affirmée, puis petit à petit, comme les critiques ont été émises, certains se sont récriés en disant « mais moi, je ne fais pas de développement personnel ». Donc, il y a quelque chose à saisir, un air de famille, comme dirait Wittgenstein, dans tout un tas de publications, mais qui vont de la psychologie à la philosophie, entre guillemets, en passant par la spiritualité, en passant par le coaching, jusqu'à la littérature, puisqu'il y a une feel-good littérature. Alors là, c'est pareil, certains éditeurs refusent maintenant de dire qu'ils font de la feel-good littérature, ils font de la pop littérature. Ça ne veut rien dire, c'est joli comme tout un tas de mots qu'on croisera tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi des polars, donc il y a des polars guérisseurs. Une collection a été créée par une dame qui s'appelle Natasha Calestremé, dont on reparlera un peu plus tard. J'avoue que je n'ai pas poussé le vice jusqu'à lire des polars guérisseurs, mais je suppose qu'on massacre avec bienveillance. Bref, toute une collection en tout cas. Et effectivement, je voyais surtout cette espèce d'inflation. Alors, la surproduction de livres, c'est un phénomène bien connu des libraires, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, quand vous êtes libraire, vous avez le dos en vrac, il faut le porter. Vous avez un livre qui sort, qui marche bien. Alors, on va faire une suite, parce que vous avez les 4 accords Toltec, mais révélation pour vous, il y a un 5e accord Toltec qu'on a dégoté entre-temps. Hein. Et puis après, on fait une version collector, et puis après on fait un cahier pratique, et puis après on décline. Donc il y a des collections qui sont créées comme ça. Vous avez un petit livre par exemple, c'était le premier de la série, des éditions de Leportin, qui s'appelle Agir et penser comme un chat. Alors je ne sais pas combien il y a de titres maintenant dans la collection, mais il y en a au moins une trentaine, dont Agir et penser comme Dark Vador, ou Agir et penser comme un chevalier du Zodiac. Je ne sais pas plus. Donc il y a tout ça, c'est une nébuleuse de développement personnel. C'est ça qui fait qu'on a du mal à en saisir les contours, d'autant plus qu'il y a une révolution permanente du développement personnel. Vous voyez, c'est trotskiste en fait, le développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut toujours du nouveau, il faut toujours des nouvelles modes. Donc en fait, il faut voir le développement personnel comme une espèce de grand fleuve avec de multiples affluents qui se sont succédés au fil des années. Alors, bon, il y a eu déjà en France la méthode Coué au début du XXe siècle, avec son mantra tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, ça c'est 1901. Donc on peut se dire, commence tout.
Et puis après, alors, si vous voulez, il y a tout ce qui est capté par le développement personnel, qui est une sorte d'aimant qui agrège comme ça des contenus en fonction de ses besoins. Donc on va mobiliser les TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, on va mobiliser la PNL, la programmation neurolinguistique, on va mobiliser la psychanalyse, jungienne, pas freudienne, parce que Freud c'est pas bien, il a une vision beaucoup trop tragique de l'existence, et en plus il parle de pulsion et d'inconscient, et d'un inconscient, un vrai inconscient, c'est-à-dire pas un truc qu'on peut contrôler, hein, un truc qui nous contrôle. Donc ça va pas du tout dans l'esprit du développement personnel. Et puis il y a eu toute la phase New Age, ça date des années 60, ça a été réactivé, c'est réactivé en permanence par le développement personnel. Donc le New Age, en fait, c'est un mouvement qui est né en Californie. Il y a beaucoup de choses qui naissent en Californie et qui nous arrivent depuis déjà un demi-siècle et plus. Donc c'est un mouvement spirituel qui entend opérer une forme de syncrétisme à travers un regroupement de la substantifique moelle de toutes les spiritualités et toutes les religions du monde en disant, sur le fond, elles disent la même chose. Ce qu'il faut, c'est en extraire la moelle et vous verrez qu'elles tombent toutes d'accord. Et puis il faut, alors il y a ce syncrétisme, et puis il y a aussi une espèce de retour à la nature. Le New Age, c'est un mouvement anti-capitaliste et anti-matérialiste au départ, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver de bonnes valeurs et créer des communautés d'êtres éclairés qui petit à petit vont essaimer à travers le monde et opérer une révolution. Le développement personnel fait aussi appel aux neurosciences, mais à ce qui l'intéresse dans les neurosciences, le neuromiroir par exemple, ça marche bien. Il fait appel aussi à la physique quantique. Mais là, encore une fois, c'est une vision du quantique qui est très particulière. Il fait appel donc à la psychanalyse jungienne, à la théorie entre guillemets de la synchronicité, dont Jung reconnaissait lui-même que bon, elle n'était pas au point, mais enfin, ça marche bien la synchronicité, hein, l'idée que voilà, on puisse communiquer mentalement, spirituellement entre êtres humains, ça sert bien. Et puis il y a aussi l'importation, parce qu'avec le New Age, il y avait déjà cette importation de toutes les sagesses orientales dont on disait qu'elles étaient bien plus pures que les nôtres et qu'elles étaient restées vraiment en contact avec l'être lui-même et qu'il fallait s'en inspirer. Donc le yoga a commencé aussi avec ça. Alors il y aura, moi j'ai toute une liste, hein, le Ikigai japonais, donc Ikigai c'est dire raison d'être, raison de vivre en japonais. Le Ho'oponopono, qui est un système de règlement de conflit entre tribus hawaïennes, pardon. Donc ça aussi, ça a été réemployé. Donc pareil, un livre, ça marche, un second, un troisième, après un rayon, et après ça repart. C'est fini, on n'en parle plus. Vous avez les Hygge danois aussi. Vous avez tout ce qui est autour du minimalisme, d'organisation de son intérieur pour agir sur son intérieur spirituel. Évidemment, chamanisme, sorcellerie, etc. On frôle l'ésotérisme, mais il y a beaucoup de points communs entre renouveau de l'ésotérisme aujourd'hui et développement personnel. Et alors je me suis demandé quand est-ce qu'on allait voir débarquer les Inuits, qui manquait un peu, j'étais sûr qu'on avait beaucoup d'enseignements à tirer d'eux, mais j'ai appris que ce mois-ci sorti un livre qui s'appelle Saga, les 9 clés de la sagesse islandaise. Oui, on se rapproche, bientôt les Inuits. Bref, une forme d'arraisonnement et d'appropriation culturelle qui ne dit pas son nom, parce qu'effectivement, tous ces contenus, pour que ça satisfasse les palais occidentaux, il faut les aseptiser, les pasteuriser, les enlever de toutes les aspérités culturelles, sociales d'origine. Par exemple, aussi l'idée de réincarnation. Dans l'linguisme, la réincarnation, c'est vraiment pas un truc cool. On est pressé d'en sortir, il y a très peu qui arrive. Mais c'est vu autrement dans le développement personnel. La réincarnation, on l'introduit en se disant, un peu comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs vies, on va passer des niveaux, on va s'améliorer à chaque fois. Voilà, par exemple. Donc, encore une fois, on capte, on déforme, on adapte, et on neutralise d'une certaine façon, parce que oui, effectivement, là, ça ne peut pas faire de mal, je pense qu'on a plusieurs vies.
Alors, dans les grands vecteurs d'implantation du développement personnel en France, il y a eu par exemple la création du magazine Psychologie Magazine par Jean-Louis Servan-Schreiber. Donc ça c'est dans les années 90, ça fait beaucoup, c'est encore, c'est pas tant de magazine qui dure comme ça 30 ans, plus de 30 ans. Et Servan-Schreiber disait, nous faisons du développement personnel sans le savoir, tous les jours. Chaque fois que nous réfléchissons à notre comportement, chaque fois que nous tentons d'améliorer notre relation à l'autre, chaque fois que nous luttons contre le stress. Donc, ce sont donc les monsieur et madame Jourdain du développement personnel, puisqu'on en fait sans le savoir. Donc vous voyez, il y a ça, il y a le rapport à soi, il y a le rapport à l'autre, et puis il y a cette idée que il ne s'agit pas simplement d'être bien dans sa tête, il faut être aussi bien dans son corps, les deux sont liés. Ça, c'est un enseignement du New Age par exemple, c'est-à-dire que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, et nous faisons partie d'un grand tout, le corps et l'esprit font partie d'un tout, et nous-mêmes, petits tout, faisons partie du grand tout, qui est l'univers auquel il faut se connecter pour avoir de l'énergie, etc. Donc j'avais trouvé une petite définition du développement personnel, la plus neutre et la plus honnête qui soit. Ce serait donc un ensemble de techniques qui doivent permettre à un individu de vivre sa vie au mieux en exploitant ses capacités de façon optimale dans un objectif de bien-être et d'harmonie maximale. Alors vous me direz, quel mal à ça? C'est un beau projet. Surtout qu'on vous le présente avec bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la bienveillance? À part faire de mauvais esprits comme moi. Et bien, on peut essayer d'aller voir un petit peu plus loin. En fait, il y a tout un tas de choses avancées qui ne sont pas questionnées et sont utilisées par le développement personnel comme un soi. Le départ du livre aussi, c'est aussi questionner ces évidences. Dans ces évidences, il y a par exemple le moi. Parce qu'il s'agit, alors là, les formules varient, mais sont toujours du même tonneau, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver son moi intérieur, son moi véritable, son moi authentique, se méfier, attention, une subtilité de son ego, parce que l'ego c'est pas bien, l'ego c'est l'amour propre, c'est pas l'amour de soi, c'est presque du Rousseau. Et ce moi en fait, il est caché, il est entravé, il est recouvert d'un tas de scories, de son l'éducation, les habitudes, les conventions sociales, voilà, tout ça, ça empêche le moi de se libérer et de s'exprimer. Donc en fait, les choses sont très simples, il faut balayer tous ces détritus qui recouvrent notre petit moi, et on va le retrouver tout beau, tout pur, et il va pouvoir s'exprimer autant qu'il veut. Bien. Alors ce moi, moi je ne sais pas trop ce que c'est-à-dire que mon moi de mes 15 ans et mon moi d'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas tout à fait certain qu'ils soient le même. En partie, mais en partie seulement. Et ce moi, est-ce que je peux le regarder en face d'une certaine façon et voir tout ce qui ne va pas dedans, comme dans un moteur, et puis enlever, et puis remplacer, et puis mettre un peu d'huile, et puis agir sur lui en pleine conscience? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on a le recul nécessaire? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu hypocrite, un petit peu de mauvaise foi? Est-ce qu'on ne s'aime pas un petit peu trop pour être honnête avec soi-même? Est-ce qu'on n'a pas des biais cognitifs? Est-ce qu'on n'est pas... est-ce qu'on ne s'illusionne pas sur notre pouvoir, sur nous-mêmes? Et encore une fois, où est l'inconscient dans tout ça? Les pulsions, les mauvais penchants, la jalousie, l'envie. Tout ça, le développement personnel n'en parle pas. Or, je suis désolé de devoir vous le dire, mais ça existe. Il suffit d'allumer la radio et puis d'écouter les informations pour se rendre compte que, il semblerait que nous ne sommes pas aussi bienveillants qu'on voudrait nous le faire croire. Mais tout ça, on n'en parle pas. Tout ça, c'est le négatif. Et on en reparlera du négatif.
Mais le développement personnel, c'est quelque chose de très particulier, en tout cas pour les livres, puisque ce n'est pas une lecture comme les autres. C'est-à-dire qu'on va déjà, l'auteur va s'adresser à vous, directement à vous, en vous tutoyant, ça arrive souvent dans le développement personnel, on se tutoie, et il va vous parler, l'auteur ou l'autrice, de lui ou d'elle. Il va vous dire, voilà comment j'ai vécu jusqu'à une certaine époque, et puis à un moment de ma vie, il s'est passé ci, il s'est passé ça, un malheur, une perte, une dépression, un moment de flottement dans l'existence, mais j'ai mis en place un certain nombre de choses, des méthodes, des protocoles, des exercices qui m'ont permis de devenir celui ou celle que je suis aujourd'hui, épanoui, sûr d'elle-même, bourré d'estime de soi, et tu peux faire pareil, puisque je l'ai fait, tu peux le faire. Donc voilà, on vous explique qu'il y a une méthode. C'est pour ça que je parle de technique. La technique. Et si on l'utilise bien, on peut arriver à sortir de ces moments où on ne s'aime pas trop, ou même on ne sait plus trop qui on est. Donc, l'un des mantras du développement personnel sera, quelle que soit ta situation, tu as en toi les ressources pour faire face. Tu as en toi un réservoir inépuisable d'énergie, d'amour, qui va te permettre de surmonter ces obstacles. Et si tout le monde fait pareil, tout ira bien. Voilà. Pas compliqué. Il a fallu quand même attendre plusieurs millénaires avant de s'en rendre compte. Merci de développement personnel. Et très souvent, comme il y a déjà cet arraisonnement de culture exotique, il y a aussi un arraisonnement de notre propre tradition occidentale. Parce que le développement personnel étant finalement sous la forme sous laquelle on le connaît aujourd'hui quelque chose d'assez récent, il s'agit de se trouver des ascendances prestigieuses. Souvenez-vous, connais-toi toi-même de Socrate. C'est déjà du développement personnel. Mais oui, mais c'est bien sûr. Bon, alors, évidemment, on dit ça en toute méconnaissance du contexte historique, culturel, politique de la Grèce du 5e siècle. C'est-à-dire que connais-toi toi-même, ça veut dire surtout connais ta place. Connais ta place dans le cosmos, qui est un tout harmonieux. Et tiens-toi à ta place. Tiens ton rang. Pas de brise, pas de démesure, reste où tu es. Donc il n'y a pas du tout de côté psychologique dans la pensée grecque. Ça n'existe pas, le fort intérieur pour les Grecs. C'est une invention qui apparaît avec Saint Augustin, c'est le christianisme déjà. Mais c'est pas grave. On va se servir de Spinoza aussi. Spinoza, saint du développement personnel, à l'inverse de Descartes, démon. Démon, oui, puisque pour Descartes, il y a deux substances. Il y a la pensée et l'étendue. Donc il y a la pensée et le corps. Les deux sont séparés, ne communiquent pas entre eux. Hérésie. Hérésie, puisque tout est lié pour le développement personnel, le corps et l'esprit. Alors évidemment, ce sera un Spinoza un petit peu simplifié. D'ailleurs, ça c'est une expérience de libraire, c'est-à-dire que Frédéric Lenoir a sorti un livre sur Spinoza, donc sur l'éthique de Spinoza, sur le livre 5 de l'éthique de Spinoza, c'est consacré à la joie. Et donc c'est un livre qui a très bien marché, comme tous les livres de Frédéric Lenoir. Et j'avais eu beaucoup de clients qui venaient me voir en me disant « j'ai lu Frédéric Lenoir, maintenant je lis l'éthique de Spinoza ». Mais faites donc, je vous en prie. Alors après, retour du client ou de la cliente en me disant « c'est pas vraiment ce que je croyais ». Je dis « bah oui, hein, je vous avais prévenu, c'est un petit peu sec. Les axiomes, les démonstrations, à la façon géométrique, oui, c'est voilà, c'est ça Spinoza en fait. Mais vous avez en vous les ressources pour... Voilà, donc on fait tous du développement personnel, en fait on ne s'en rend pas compte, et est entré dans le vocabulaire courant tout un tas d'expressions, donc accéder à son moi véritable, son moi authentique n'étant jamais défini. Hein.
devenir une meilleure version de soi-même, être soi-même tout simplement, ça c'est le développement personnel, gérer ses émotions, se reconnecter à ses émotions, retrouver le sens de l'essentiel, renouer avec son enfant intérieur, voilà, tout ça c'est le développement personnel. Donc évidemment il y a pas mal de sources différentes, c'est-à-dire qu'il y a une source américaine, puisque c'est un produit américain quand même au départ, hein. C'est californien, de New Age, mais c'est aussi, c'est bien dans l'esprit américain, cette idée qu'on peut décider, c'est le rebirth, vous savez, on renaît, d'un seul coup, pouf, on se rend dans l'eau, et on est lavé de ses péchés, et on peut repartir d'un bon pied, complètement purifié. Et puis il y a effectivement aussi des choses d'auteurs français. Alors la particularité des auteurs français, c'est que très souvent ils ont une spécialité sérieuse au départ. Christophe André, psychiatre, Cyrulnik, qui flirte grandement avec le développement personnel, et psychiatre aussi. Donc vous voyez qu'il y a une formation de départ. Frédéric Lenoir, au début, il est historien des religions. Fabrice Midal, au début, il a travaillé sur Heidegger, un philosophe. Il fait autre chose. Mais voilà, il y a ces deux, il y a les traductions de l'américain, et puis il y a le courant français aussi, qui se mêlent et qui s'enrichissent les uns les autres. Sachant que, effectivement, je l'ai dit en donnant les chiffres de vente, mais vous prenez quelqu'un comme Tony Robbins, par exemple, qui lui fait simplement de la PNL, mais de la PNL en spectacle, c'est-à-dire qu'il fait des shows sur scène, et vous payez $300 ou 350 € votre place quand il fait une tournée en Europe, et il met les gens en transe, il fait des trucs sur scène, il répète des mantras comme ça. Et sachant qu'il a donné des conseils à Obama, à Oprah Winfrey, à Brad Pitt, forcément c'est bien, forcément. Voilà, donc une des évidences à questionner, c'est ce moi qu'on suppose pur et intangible, mais comme j'ai dit, c'est loin d'être aussi simple que ça. Et puis il y a cette idée aussi dans le développement personnel que face au moi, il y a la société. La société, pour le développement personnel, c'est le règne du masque, du faux semblant, de l'hypocrisie, des conventions, tout ce qui pollue notre moi en fait. Il se trouve que malheureusement, Aristote l'a dit, nous sommes des animaux politiques. Animaux politiques, c'est-à-dire des animaux sociaux. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Mais le développement personnel a la solution. C'est-à-dire que, encore une fois, reprise du New Age, les consciences les plus éveillées, qui ont travaillé sur elles-mêmes, vont par une forme de capillarité comme ça, communiquer les unes avec les autres, et petit à petit, voilà, moi plus moi, plus moi, plus moi, ben ça va faire nous. Mais en fait, une société, ça ne marche pas comme ça. Alors, évidemment, il y a deux courants classiques pour ce qui concerne la philosophie politique sur les débuts d'une société. Il y a la partie anglo-saxonne, notamment avec Hobbes, avec l'idée du contrat, c'est-à-dire qu'un état de nature, le loup est un loup pour l'homme, on est tous contre tous, et puis on se rend compte à un moment que ça va pas bien, quoi. Donc plutôt que de se taper dessus, on va se rassembler en fonction de nos intérêts. Le premier étant rester en vie et puis avoir de quoi manger, plutôt que de piquer son voisin, on va cultiver ensemble. Et voilà, ça nous arrange, donc on signe ensemble un contrat, et c'est ça qui fait société, donc cette agrégation. L'autre théorie, c'est celle de Rousseau, qui nous explique que la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des individus, mais le tout surpasse l'addition des parties. C'est qu'il y a autre chose qui fait qu'on crée une société. Il y a du symbolique, très important. Il y a du culturel, évidemment. Il y a tout un tas de conventions, de non-dits, de choses qui font que quand vous êtes en société en France, ou quand vous êtes en société en Allemagne ou au Paraguay, ben vous verrez que les choses sont très différentes. Oui, parce que tout ça c'est un héritage, c'est une construction. Ça ne se décrète pas. La force de la volonté dans le développement personnel postule que non seulement on peut avoir la volonté d'agir et de se transformer, mais aussi de constituer une société ou de transformer la société.
C'est pour ça qu'il y a eu des communautés qui sont constituées au moment du New Age, donc à Salem en Californie, à Findor en Écosse, ça existe encore, où voilà, une espèce de rassemblement de consciences éclairées qui sont aux avant-gardes, comme les bolcheviks, comme le temps de Lénine, qui sont aux avant-gardes de la révolution qui doit devenir la révolution des consciences. Bon, ça s'est pas très bien passé, parce que le New Age a muté. Donc aujourd'hui, il est toujours là, ses enseignements sont sous-jacents, toujours à proximité dans le développement personnel. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même, voilà, c'est le New Age. Mais il s'est individualisé, c'est-à-dire que la communauté n'existe plus, c'est maintenant une nouvelle forme d'individualisme, dont je vais vous parler aussi, que le développement personnel exprime. Alors, comme on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même, j'ai fait un petit choix, je vais en parler un petit peu dans le guide, pour ceux qui n'auraient jamais lu de livre de développement personnel, sachant qu'en 2023, un Français sur 3 a lu un livre de développement personnel. On va être nombreux à passer à côté. Mais voilà, j'ai fait un petit choix, juste quelques mots, mais comme ça, vous serez sûr que je ne travestis pas les propos. Par exemple, donc les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Alors, petite parenthèse historique, un peu pédante, je l'avoue. On n'a absolument aucune trace écrite de la civilisation Toltec. Aucune. Alors on va peut-être en trouver une demain matin. L'archéologie progresse à grands pas depuis quelques années, c'est possible. Mais les Toltecs, en fait, on a juste quelques bouts de ruines et quelques statues monumentales, et ils ont été appelés Toltecs par les Aztèques, qui ont succédé sur les lieux en Mésoamérique. Et Toltec, en fait, ça veut dire constructeur, bâtisseur. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter pour si peu. Donc, Don Miguel Ruiz, dont le père était chaman et la mère guérisseuse, voilà, a hérité par bouche à oreille, ça s'est transmis comme ça pendant 2000 ans. Vous imaginez à quel point ça peut être fiable. Voilà, la quintessence de la sagesse Toltec qui doit nous inspirer, parce que c'est un livre qui a changé des millions de gens, alors, les accords Toltec, alors je suis désolé, je les adore, mais j'ai tendance à oublier, je vous les cite. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Ça aussi, on en parlera. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, ça, oui, j'ai fait. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Bonne chance. Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Avec ça, vous êtes paré. Alors voilà, on discute avec le chaman qui est là pour dispenser ses enseignements, et le chaman nous dit c'est vrai, je suis Dieu. Mais vous aussi, vous êtes Dieu. Je suis Dieu. Vous et moi sommes pareils, nous sommes des images de lumière, nous sommes Dieu. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Alors, et donc, pour le premier des accords Toltec, que ta parole soit impeccable, voilà la définition. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Alors, on y reviendra dans un cas beaucoup plus concret, l'impeccabilité de la parole. Alors, ça, c'est le pouvoir du moment présent. Voilà, j'ai juste mis des petits passages. Chaque personne porte en elle le germe de l'illumination. Ne lisez pas seulement avec votre tête, soyez à l'affût des réponses qui arrivent sous la forme de sensations et de reconnaissance intérieure. C'est important ça en fait. Parce que pourquoi Descartes est méchant? Parce qu'il sépare donc le corps et l'esprit. Alors qu'en fait, il faut être attentif à nos sensations, nos ressentis, nouveau petit mot apparu il n'y a pas si longtemps, jamais défini non plus, voilà, à notre intuition. Les choses doivent apparaître d'elles-mêmes au fond de nous. Il faut juste se mettre dans les bonnes dispositions pour accueillir ce qui vient de nous-mêmes. Donc, en fait, on croit se connaître, on a en soi des choses dont on ne supposait même pas l'existence, mais grâce à des bonnes âmes, on va être en mesure de libérer ce flot. Il n'y a jamais eu qu'un seul enseignement spirituel, bien qu'il puisse prendre de nombreuses formes. Voilà, ça c'est le New Age, qui nous explique que toutes les
pareils, et qu'en fait c'est les hommes qui ont fait des mauvaises choses. Ah oui, celui-là je l'aime. Alors, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, de formation, elle était commerciale dans une entreprise, elle est québécoise. Et puis un jour, voilà, elle a été frappée par la grâce, elle nous fait bénéficier de son enseignement. Pour t'aider, tu peux compter sur ton Dieu intérieur. Alors, Dieu est toujours écrit en lettres capitales. Dieu intérieur qui est omniscient, il connaît tout, omniprésent, il est partout, et omnipotent, il est tout puissant. Cette puissance est toujours présente et à l'œuvre en toi. Elle agit de sorte à te guider vers les personnes et les situations qui te sont nécessaires pour grandir et évoluer selon le plan de vie choisi avant ta naissance. Avant même de naître, ton Dieu intérieur attire ton âme vers l'environnement et la famille dont tu auras besoin dans ta prochaine vie. Cette attirance magnétique et ses objectifs sont déterminés, d'une part parce que tu n'as pas encore réussi à vivre dans l'amour et l'acceptation dans tes vies précédentes, et d'autre part parce que tes futurs parents ont à guérir à travers un enfant comme toi. Ça fait marrer les psychanalystes. Voilà ce qui explique que les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à guérir. Et alors, du coup, elle distingue des types en fonction des blessures qu'on a forcément tous reçues dans notre enfance. Donc, c'est pareil, je les oublie. Ouais, je me les note quelque part. Parce qu'en fonction du type de blessure qu'on a connu, alors blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure d'injustice. Et donc en fonction de la blessure subie, on aura des caractéristiques physiques. Vous voyez ? Si vous êtes un peu maigrichon et voûté et visiblement pas très sûr de vous-même, c'est la blessure d'abandon. Donc comme ça on peut repérer les gens facilement, et puis les mettre dans des petites cases, voilà, très constructif. Blessure de trahison encore, parce que je les trouve très bien, personnellement, physiquement, ça vient d'aller, pourtant c'est la même blessure. Je sais pas, il doit y avoir des ascendants, peut-être, je sais pas. Et Lise Bourbeau, donc commerciale, conclut en disant « Je répète que la création de nos masques exprime la plus grande trahison entre toutes, c'est d'avoir oublié que nous sommes Dieu. » Nous sommes Dieu, n'oubliez pas. Alors encore un petit pour se faire plaisir, parce que celui-là je l'aime. Donc ça c'est agir et penser comme un chat. Je vous explique à quel point c'est formidable d'être un chat et qu'on permet d'être des chats, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors en fait il faut imaginer que vous êtes en société avec des amis autour d'une table et que votre chat est sur vos genoux et que vous le caressez. Le temps de quelques caresses, tout à coup, comme hypnotisé, nous n'avons plus rien à écouter de ce qui se racontait autour de la table. Pourquoi ? Parce que l'intérêt qu'il nous apportait, la source de vie et de sérénité qu'il venait de mettre à portée de notre main à ce moment-là, valait bien plus que n'importe quelle considération métaphysique, réflexion philosophique ou autre débat échevelé. Voilà, il faut s'embêter à faire de la philo. Il faut caresser son chat. Bon, vous voyez un peu le niveau, quoi. Donc moi j'ai lu ça, et j'étais horrifié. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, le livre vient d'une colère. Je me suis dit, on me prend pour un con. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On prend les gens pour des cons. Et ce qui est navrant, c'est qu'on exploite la souffrance parfois bien réelle de ceux que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu discuter, et qui nécessiteraient une prise en charge, ou un accompagnement, ou une écoute par des gens formés à ça, vous voyez. Donc c'est ça au départ, c'est la colère. Au début je rigolais, que les types me faisaient rire, ose être toi-même, pouvoir du moment présent. Et puis après avoir lu, je ne riais plus du tout, j'avais plus envie de pleurer. Et puis alors Jean-Louis Gardien, je vous ai parlé tout à l'heure de Natacha Calestrini, qui est, je l'avoue, ma chouchoute. Donc là j'ai intégralement recopié un extrait de son livre qui s'appelle La clé de votre énergie, sous-titré 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Ce titre a été numéro 1 des ventes en France. Je ne sais pas combien on a vendu, mais enfin plusieurs dizaines de milliers. Et j'ai assisté à plusieurs de ces conférences, dont une à la librairie où je travaille. Et c'était très particulier parce qu'avant la rencontre, comme jamais,
j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone me demandant de confirmer, oui, elle vient bien, c'est pas annulé, pas de retard de train. Non, pour une fois non. C'est bien à telle heure, oui, c'est à telle heure. J'habite Sarreguemines, je finis mon travail à 17h. Il me faut 1h30 pour venir, la rencontre est à 18h, mais je vais rouler très vite pour être là à l'heure. Non. Ne roulez pas vite. Ça vaut pas le coup, ça va pas vite, mais c'est l'idée. Et j'ai essayé de parler un petit peu parce qu'en fait c'est très étrange, mais les gens se confient aux libraires, quelquefois. Et il y avait une dame comme ça au téléphone qui me disait, parce que j'essaie de savoir, mais quelle est cette assurance que je perçois avant même que la rencontre ait lieu. Elle me disait, voilà, j'ai perdu quelqu'un et quelqu'un de proche, et j'étais très mal et j'ai lu son livre et ça me fait beaucoup de bien. Oui, donc ça peut marcher, effectivement, ça peut marcher. Mais encore une fois, c'est une question bien plus ample que celle de la souffrance psychologique d'un individu, le développement personnel. Donc, je ne fais pas m'en dire davantage, je vous lis le passage. Donc, il y a 22 protocoles qu'il faut suivre pour se libérer émotionnellement. Et celui-là, c'est mon préféré, c'est le 11e protocole, qui a pour titre « Trouver le prénom de votre guide ». Je cite textuellement. Tout d'abord, placez-vous devant une bibliothèque, n'importe laquelle. Fermez les yeux, c'est important. Et saisissez un livre au hasard. Prononcez à haute voix. Merci mon guide de guider ma main vers ton prénom. Si vous ne prononcez pas cette phrase, il ne se passera rien. Donc il faut le dire, vous ne direz pas. Ouvrez les yeux et regardez sous le pouce droit. Vous verrez le livre, ça, pouce droit. Si votre intention a été claire, il y a un prénom sous l'un des 2 pouces. Droit ou gauche. C'est le prénom de votre guide. S'il y a un prénom différent sous chaque pouce, votre guide est l'un ou l'autre ou les deux. Vous le saurez intuitivement. C'est coupé. S'il n'y a pas de prénom sur les 2 pouces, lisez la page de gauche puis celle de droite. Le premier prénom qui apparaît est celui de votre guide. S'il n'y a pas de prénom dans les 2 pages choisies au hasard, alors vous êtes vraiment nul. Observez si ce qui est écrit ne vous rappelle pas un défunt de votre famille. Si le prénom n'évoque aucune autre personne de votre famille, rassurez-vous. Ce prénom est celui de votre guide spirituel, de votre guide universel. Seul le guide familial porte un prénom connu de vous. Voilà. C'est pas faux. Quand on ne va pas sur Adolphe, c'est vrai. Voilà. Et cette dame a vendu 300 000 exemplaires. Et j'ai assisté aux conférences et j'ai vu les gens qui étaient... La salle était comble. Et je l'entendais débiter ces niaiseries. Et je me disais, mais... Alors là, il y a des caméras, mais là, il n'y en avait pas. Je cherchais une caméra cachée. Et c'est pas possible. On les écoute religieusement et ils sont totalement pénétrés par ce qu'elle dit. Alors Natacha Calestrémé, en fait, est documentariste de formation et elle explique sur son site que, voilà, le parcours classique. Pour ce sonorum des auteurs de développement personnel, tout allait bien dans sa vie et puis à un moment, ça n'allait plus. Donc elle avait des problèmes professionnels, elle avait des problèmes familiaux, elle avait des problèmes de santé, des cystite, répétition, visiblement, puisque c'est ce qu'elle explique sur son site. Et au cours des tournages qu'elle avait fait pour ses documentaires, elle avait rencontré des chamans et des guérisseurs, elle se tournait vers eux, et là, alléluia. Donc, elle a eu l'illumination, elle a mis en place ce protocole, et voilà, encore une fois, je l'ai fait, vous pouvez le faire, si vous avez la volonté pour le faire. Alors, aux dernières nouvelles, maintenant, Natacha Calestrémé prend des gens en consultation. Psychologue appréciant. Alors, il y a d'autres influences qui ne sont pas forcément dites, avouées, mais qui ont joué aussi dans l'évolution, dans l'implantation du développement personnel, notamment une pensée qui est celle de Jeremy Bentham, qui est un penseur anglais au tournant du 18e, 19e, qui a vraiment trouvé une idée de génie. C'est-à-dire que, par beaucoup du bonheur dans le développement personnel. Mais qu'est-ce que le bonheur? Si les autres se sont interrogés sur le sujet pendant 2000 ans, en se disant, de toute façon, c'est le souverain bien. Ça, c'est Aristote.
Et Pascal disait, tous les hommes désirent être heureux, même celui qui va se pendre. Donc les choses sont claires. Et le problème, c'est que voilà, si moi mon bonheur c'est d'aller pêcher à la ligne le dimanche, vous ça va être de lire de la poésie, ou de manger du popcorn devant une série, ou de parler, passer une soirée avec des amis, voilà. Le bonheur c'est pas le même pour tout le monde. Mais Bentham a trouvé la solution. Il avait proposé de créer une sorte de marché du bonheur, c'est-à-dire que si ton bonheur c'est de manger du pâté en croûte, si toi c'est d'écrire un sonnet, en fait on va arriver à une forme d'équivalence, parce qu'effectivement c'est incommensurable, mais on va établir une espèce de typologie comme ça, sans hiérarchiser, tous les bonheurs sont égaux, et en fait, en fonction du rapport coût-bénéfice de chacun de ces bonheurs, c'est-à-dire que ça ne coûte pas beaucoup de manger du pâté en croûte, ça ne coûte pas beaucoup d'aller pêcher à la ligne, mais ça peut coûter beaucoup de rouler en Rolls, si c'est un bonheur. Voilà, il va y avoir un marché qui va s'établir en fonction des différents types de bonheur, et progressivement, les bonheurs individuels, là encore, j'en parlais tout à l'heure, vont s'additionner et on va arriver à une société de plus en plus heureuse. Bon. Les auteurs de développement personnel se sont rendus compte quand même que le bonheur, alors évidemment, tout le monde est d'accord sur le fait que, et encore, je ne suis pas certain, que tout le monde veut être heureux, mais ils se sont bien rendus compte qu'il y avait tellement de définitions différentes, que les philosophes étaient tellement en désaccord entre eux, qu'il fallait trouver autre chose. Alors on a trouvé le bien-être. Et pourquoi c'est bien le bien-être? Parce qu'en fait, le bonheur, c'est souvent pour les philosophes, qui sont un petit peu, voilà, mais c'est un peu trop spirituel, un peu trop abstrait. Même Épicure ne parlait pas de bonheur, on parlait de bonheur intellectuel. La contemplation, le bonheur ultime, c'est purement intellectuel. C'est quand voilà, toutes les choses du corps sont mises de côté, sont réglées. Et même si on se sert beaucoup du stoïcisme, d'une certaine vision du stoïcisme dans le développement personnel, on oublie de préciser, ça paraît un peu trivial de le dire, mais que les gens qui avaient la chance de réfléchir sur le bonheur et de faire de la philosophie, c'était quand même ceux qui avaient à leur service un certain nombre d'esclaves pour les débarrasser de toutes les contingences futiles qui nous pèsent au quotidien. Voilà. Bon, ça on n'en parle pas. Mais le bien-être, c'est bien parce que c'est l'esprit et le corps. Voilà, là on est dans cette formule logistique du New Age, on ne sépare pas les deux. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'agir sur le corps que sur l'esprit. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour que le corps soit bien, puisque si mon corps est bien, mon esprit sera bien, et si mon esprit est bien, mon corps sera bien aussi. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et surtout, le bien-être, avantage considérable, c'est mesurable. Vous avez d'ailleurs un pays, le Bhoutan, qui a un produit, c'est pas un produit intérieur brut, hein, c'est le, comment c'était, le bonheur national brut, voilà, qui est mesuré en fonction de tout un tas de critères, mais il y a des critères tout à fait concrets, par contre, hein, l'accès à l'éducation par exemple, c'en est un. Ça, le développement personnel ne s'en parle pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour essayer d'accéder à une forme de bonheur ou de bien-être, il ne suffit pas de vouloir, en fait. Ça, c'est un prérequis minimal. Il faut lire, il faut méditer ses lectures et il faut appliquer les programmes. Donc, en fait, il y a un travail sur soi, ou un travail de soi, et il y a presque une forme d'ascèse, en fait. On se surveille soi-même pour arriver à se débarrasser de tout ce qui était ce faux moi qui nous encombre. Et le dernier affluent, et non des moindres, du développement personnel, il date des années 90-2000, retournant les deux, et il vient également de Californie, et ça s'appelle la psychologie positive. Alors la psychologie positive est née de la rencontre de deux psychologues américains, donc Martin Seligman, et l'autre, si quelqu'un prend des notes, j'appellerai le nom, Mihaly Csikszentmihalyi, qui était hongrois d'origine. Je voudrais l'orthographe après. Qui se sont rencontrés à un colloque. Alors Seligman était à l'époque, il dirigeait l'Association américaine des psychologues. Et vraiment, ils
ils ont été touchés par la grâce, puisqu'ils se sont dit, mais en fait, jusqu'à présent, qu'ont fait les psychologues? Ils se sont occupés des gens qui n'allaient pas bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des gens qui vont bien, pour qu'ils aillent mieux. C'est fort. Et oui, et pourquoi? Parce qu'on peut toujours mieux faire. Atteindre l'excellence. On parle beaucoup de ça, l'excellence. Sans comparaison possible. Mais complètement indéfinie aussi. Donc on peut pédaler un moment. Et donc ça va extrêmement bien marcher aux États-Unis. Ils vont avoir beaucoup de clients, de patients. Et aujourd'hui, maintenant, on voit aussi des éditeurs qui ont pignon sur rue, des éditeurs universitaires qui publient des traités de psychologie positive. Voilà, ça arrive. Mais ils se sont démarqués de toute l'histoire de la psychologie en faisant totalement table rase de l'héritage. Le reste, franchement, c'était pas scientifique. Voilà. Et là, on a trouvé le mot magique. La psychologie positive, c'est scientifique. Alors, ils vont s'appuyer sur tout un tas d'expérimentations, d'enquêtes, d'études, pour nous montrer que c'est possible de travailler sur soi et de développer ses bons côtés. C'est possible d'arriver toujours à être meilleur. D'ailleurs, on a fait des études qui le prouvent. Alors, petit problème, aucune des études sur lesquelles il s'appuie n'ont pu être reproduites. On trouve à chaque fois des résultats différents. Vous prenez un livre de psychologie positive, ce qui m'est arrivé, vous pouvez être absolument certain qu'en dans la première page, vous aurez au moins 5 occurrences du terme scientifique. Alors qu'en fait, quand on a regardé un petit peu plus près, par moi, des psychologues de ce métier, on s'est rendu compte que les résultats étaient un tout petit peu arrondis, que finalement, Seligman parle d'un certain nombre de vertus qu'on possède, d'un certain nombre de caractères, qui fixe le nombre, mais il y en a 5 ou 7, mais on ne sait pas pourquoi. Il pourrait y en avoir 12 ou 15, on ne sait pas, mais c'était fait. Et le premier enseignement, l'un des premiers enseignements de psychologie positive aux États-Unis à l'université, ça a été dans une faculté de sciences de gestion. Voilà. C'est pas du tout un hasard. Donc voilà, ça a à nouveau apporté de l'eau au moulin du développement personnel. Et on en est là aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais, la psychologie positive s'impose de plus en plus, se développe de plus en plus. Même si elle est critiquée, mais insuffisamment. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, ça, c'est aussi une partie du livre. Il y a un chapitre sur le management. Parce que le développement personnel et le management, eh bien, marchent la main dans la main depuis une vingtaine d'années. Il y a un livre qui a été écrit en 2004 par une dame qui s'appelle Valérie Brunel, qui s'appelle Les managers de l'âme. Donc c'est en 2004, exactement. Où elle expliquait déjà toutes les méthodes qui étaient mises en place en entreprise et issues du développement personnel. Et un auteur ou une autrice, un auteur et une autrice inspirés ont publié un livre chez un éditeur qui s'appelle De Bock, qui est un éditeur universitaire tout à fait reconnu, belge, qui s'appelle Manager avec les accords Toltec. Alors, voilà, ça prend place dans un mouvement plus ample, plus ancien, qui est le passage entre la société qu'on a connue après-guerre jusqu'aux années 70, début des années 80, c'est-à-dire, pour résumer, le passage du libéralisme au néolibéralisme. Alors, on va aller vite parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas vraiment le sujet, mais c'est important quand même dans nos propos. Effectivement, comme Carole le disait, il y a eu cette idée selon laquelle, à un moment, on allait changer les choses parce que on n'allait plus être dans une société de production de masse. Alors, il y a la crise, les deux crises pétrolières qui étaient passées par là, qui avaient fait réfléchir. On va tertiariser de plus en plus, on va développer les services, les industries, on va les fermer, on va les délocaliser, ça coûte moins cher.
Et puis, on va rompre avec cette vision totalement archaïque et hiérarchique qui est la nôtre, qui est celle du taylorisme, avec un patron et des employés. Non, ça ne marche plus, c'est pas fun du tout. Donc effectivement, on va être des collaborateurs. On va se tutoyer. On va être des baby-foot. Et puis il y aura au-dessus, tout au-dessus, non pas un patron, c'est démodé, mais un leader. Un leader qui a des visions, qui montre la voie. Et on va faire ça dans la joie. Parce que désormais, on ne va plus agir sous le règne d'un management de la contrainte. Ce qu'il faut, c'est susciter l'enthousiasme. Donc, le type de mobilisation va être totalement différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, vous savez, dans une société où on va produire, où on va être assigné à exécuter des tâches. Et une fois que ces tâches sont exécutées, et ben, on rentre chez soi et on passe à autre chose. Non, maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça parce que la frontière entre l'environnement professionnel et l'environnement privé est de plus en plus ténue, supposez qu'elle existe encore. On va mettre en place des méthodes qui étaient destinées au cadre pour tous les salariés et on va bannir cette monstruosité qu'est la bureaucratie. Maintenant, on va travailler avec des structures donc, horizontales, on va travailler par projet. Mais si on ne juge plus de la qualité du travail accompli, sur quoi va-t-on se fonder pour juger du bon travail d'un salarié? Et bien sur lui-même. Parce qu'il va falloir qu'il développe un certain nombre de compétences. Il va falloir qu'il soit enthousiaste, réactif, créatif, résilient, entreprenant, proactif. Voilà ce qu'on va demander. On va parler de soft skills, on va parler de compétences, on va parler de tout un tas de choses qu'il faut acquérir, mais qui ne sont plus tout à fait des qualités professionnelles, mais des qualités personnelles aussi, puisqu'on va juger par exemple de sa capacité à communiquer avec les autres, capacité à échanger et de le faire d'une certaine façon. Et donc l'individu, le salarié d'aujourd'hui, alors je parle en didactique, hein, je sais qu'il y a beaucoup de situations différentes en fonction de la taille de l'entreprise notamment, enfin, c'est quand même un modèle qui s'impose un peu partout, y compris dans le public maintenant, puisqu'on part du principe que les méthodes du privé sont par essence meilleures et plus efficaces. Et on va individualiser les carrières. C'est-à-dire que petit à petit, voilà, moi-même en tant que libraire, quand je ne suis que libraire, on a un entretien individuel d'évaluation. Et vous voyez ce qui se dessine là en fait, c'est que si on ne te juge pas individuellement, on ne te juge pas collectivement. C'est-à-dire que c'est la personne, c'est la personnalité qui va être évaluée. Et comme la nature humaine est ce qu'elle est, on sait très bien que nous sommes dans un système de concurrence généralisée, donc le but du jeu c'est de lever sa barque le mieux possible. Pensez qu'à sa gueule. Donc voilà, on va investir tous ces salariés en leur confiant des projets en leur disant t'es super Kevin, tu peux y arriver en confessant de la totale confiance en toi, tu n'auras pas plus de moyens que d'habitude, mais effectivement si tu te plantes, t'es tout seul. Et il se trouve, quelle coïncidence, que les psychologues du travail sont unanimes pour dire que ça va pas bien au travail. Ça va pas bien du tout. Parce qu'on demande beaucoup. Avant, on demandait un travail quoi donc. Si ça nous plaisait, c'était très bien, mais enfin le but c'était de gagner sa vie, c'était d'avoir une situation. Maintenant, le demande au travail nous permet de nous réaliser. Et on demande au travail d'avoir du sens. Le sens au travail. Grosse problématique actuelle. Qu'est-ce qu'on a fait du sens? On part du principe qu'il y avait du sens quelque part, et puis on l'a perdu, alors on va le chercher comme un objet, trouvé. En fait non, le sens, c'est se construit en se faisant, c'est pas quelque chose qui est déterminé à l'avance, mais ça fait beaucoup réfléchir les managers à redonner du sens au travail. Comme si peut-être ce nouveau management qui avait été mis en place était justement ce qui faisait que les choses n'avaient plus de sens, puisque on ne voit plus forcément le résultat de son travail.
on devient simplement un sous-traitant. Le produit fini n'existe plus, l'art du geste n'existe plus, l'expérience n'est plus ce qu'elle était, puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est être en permanence en état de se renouveler. Il faut développer son employabilité, encore un joli mot. Il faut être en formation tout le temps. Et on va mettre en place des procédures, des normes, des méthodes, des mises à jour. Les mises à jour, ne serait-ce que les mises à jour informatiques, il faut changer d'outil. L'outil se modernise, donc il faut suivre. Donc on est dans une espèce d'accélération qui a été très bien théorisée par quelqu'un qui s'appelle Arthur Troza, que vous avez peut-être lu, un livre qui s'appelle Accélération, justement, c'est un sociologue allemand, qui explique que voilà, le temps s'accélère, on fait de plus en plus de choses, on va multitâche, on va répondre aux mails, on va répondre aux SMS, on va faire ci, on va faire ça. On a l'impression qu'on fait de plus en plus de choses et qu'on a moins en moins de temps. C'est typique de notre société, c'est l'accélération. Et donc l'individu, il est aussi sommé de se remettre en cause en permanence, puisque l'expérience acquise n'a plus sens, puisqu'il faut à nouveau évoluer, il faut à nouveau se mettre à nouveau. Donc il y a une espèce d'épuisement comme ça permanent, mais il y a ce soubassement, et c'est pour ça que le développement personnel marche si bien en entreprise, qui dit que oui, mais Kevin, encore une fois, tu as en toi les ressources nécessaires pour faire face. Voilà. Donc on va mettre en place tout un tas de choses, on va mettre du team building, on va mettre des ateliers, on va mettre en place, j'ai appris aussi assez récemment avec stupeur, des chamans d'entreprise. Ah, ne riez pas. Ne riez pas. C'est triste. C'est triste parce qu'on s'assoit tous en cercle, voilà, et puis il y a une gentille dame qui vient avec des plumes dans les cheveux et un tambourin, et puis on les explique que le niveau d'intensité, un niveau vibratoire vous permet de... Voilà, on va tous ressentir la vibration dans nos corps, et voilà, on va subir comme ça. C'est très sérieux, hein, ça existe. Alors, du coup, ce pauvre salarié, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas le choix. Parce qu'on sait bien comment la société a évolué, c'est-à-dire que le modèle taylorien, qui était un modèle de production de masse et de consommation de masse, c'est un modèle standardisé, c'est-à-dire que tout le monde s'est équipé après-guerre, tout le monde, progressivement, a eu son réfrigérateur, sa voiture, sa télévision, petit à petit, un télescope, voilà, tout ça. Mais en même temps, tout ça reposait sur une classe moyenne solide, dense. Or, avec l'évolution qu'a connue l'économie, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes gentil, vous travaillez bien, mais les Chinois, ils font à peu près aussi bien et beaucoup moins cher. Bon, maintenant, ça va être le Pakistanais ou le Vietnamien, mais voilà, donc, mise en concurrence, la désindustrialisation. Et puis, voilà, c'est chômage de masse. On a peur. Et puis, la précarité, ça fait peur. Et qui est attaqué? La classe moyenne. Celle sur laquelle reposait le modèle qu'on a connu et qui est plus celui qu'on connaît maintenant. Donc, tout ça joue pour faire en sorte que l'individu, le salarié, se sent dans un monde complètement instable, en révolution permanente. Et il sait très bien que s'il ne se met pas à niveau, c'est le déclassement. Voilà, donc il faut rester dans la course. Alors il y a ceux qui restent dans la course, qui ont la capacité, la volonté, les compétences, la résilience, tout ce que vous voulez, l'agilité pour rester dans la course, et puis il y a les autres qui restent sur à côté de la route. Et vous allez encore plus loin que ça. Parce que je parlais du premier accord Toltec, j'espère que vous avez retenu, que ta parole soit impeccable. Alors il y a un cas qui a été documenté, un parmi de nombreux autres, malheureusement. Prenons l'exemple d'une femme qui se fait harceler par son N+1 dans son entreprise. Voilà. Ça dure des semaines, ça dure des mois. On parle à ses collègues, qui à un moment elle ne tient plus. Donc elle va voir la direction pour expliquer la situation. Et comme elle subit ça depuis des mois, forcément, elle est dans un état de détresse tel
qu'elle exprime sa souffrance. Et là, on lui dit, eh oh, ah non, attends, que ta parole soit impeccable. Tu peux pas dire les choses comme ça. Non, tu es trop agressive. Tu es trop dans la passion, là ça va pas, prends du recul. Donc on va lui expliquer comment il faut exprimer sa propre souffrance avec certains mots. Parce que c'est ça aussi le néo-management, le management néolibéral. C'est un travail sur le langage. On va parler de plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ferme une entreprise, on ferme une usine, on vire 200 personnes, mais on garde 20 emplois. Ah oui, on a sauvegardé les emplois, c'est vrai. On va parler de ressources humaines, c'est une expression qui est passée dans la langue courante, personne ne s'en démeut, mais ressources humaines, très honnêtement. Hein, les ressources, c'est des choses inanimées normalement. Il y a tout ça, voilà. Donc il faut, oui, tu peux exprimer ta souffrance, tu peux dire ce que tu vas dire, mais voilà, le cas qui a été documenté, la personne qui a été harcelée va expliquer qu'en fait, au bout du bout, quand elle a fini par pouvoir dire de la façon dont on attendait qu'elle le dise ce qu'elle ressentait, bah, c'était totalement aseptisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui ressortait, c'est-à-dire qu'on avait choisi certaines tournures, certains mots pour faire comprendre que finalement, ah oui, effectivement, là, la parole est impeccable, personne ne va se fâcher. Mais ça n'a rien changé. Ça. Et il y a ce livre, Manager, avec les accords Toltec. Voilà ce que ça peut donner. Effectivement, il y a plusieurs cas comme ça qui ont été étudiés par les psychologues du travail, de gens qui se retrouvent empêchés, délestés de leurs propres paroles. Parce que le développement personnel, comme le management, c'est aussi un certain langage. J'ai reçu un coup de fil il y a quelques semaines d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout, qui travaille dans une CRAM, une caisse régionale d'assurance maladie, et qui m'expliquait, pas Amiens, qui m'expliquait qu'ils avaient un nouveau manager depuis 1 an, et ce nouveau manager entendait mettre en place un management bienveillant. Le nombre d'arrêts maladie avait augmenté de 136%. Voilà. Donc vous voyez, c'est souriant, c'est bienveillant. On veut votre bien. En fait, non, pas du tout. On veut votre autonomie. Ça aussi, c'est un mot important dans le management. L'autonomie. L'autonomie, étymologiquement, c'est se donner ses propres règles, ses propres lois. En fait, non, c'est pas de l'autonomie. C'est une nouvelle forme d'aliénation, tout simplement. Et c'est là que c'est subtil, c'est que c'est une aliénation voulue. Il y a un petit bonhomme qui s'appelait Étienne au XVIe siècle, qui a écrit un petit livre qui s'appelle De la servitude volontaire. C'est un livre qui a toujours profondément gêné les penseurs politiques, à part quelques-uns, parce que c'est effectivement très embêtant cette histoire, qu'on veuille être servant, qu'on veuille être esclave, qu'on veuille obéir. Et la Boétie, il est tout jeune, il a 18 ans quand il écrit ça. Enfin, c'est pas trop 16-18 ans, mais c'est quand même très fort. Regardez, vous êtes 100 000, 200 000, 300 000. Il est tout seul le bonhomme au-dessus. Qu'est-ce qui se passerait si vous sortiez vos fourches? Bon, il y a des gars avec des mousquets. Oui, mais quand même. Face au nombre, au moment. Voilà, c'est un des grands mystères que le développement personnel ne traitera jamais, hein, bien entendu. Mais peut-être qu'effectivement la liberté c'est quelque chose de beaucoup trop gros. Peut-être que c'est beaucoup plus confortable d'obéir. Et peut-être qu'on a tellement peur qu'on préfère baisser la tête et dire amen plutôt que de se révolter, parce qu'on sait que quel est le taux de syndicalisation en France? 6%, ben voilà, l'individualisme il est là. Tu veux te révolter, mais tu es tout seul. Donc on sait ce qui va se passer. Tu seras tout seul, il n'y aura personne pour t'aider. Alors, pour conclure, je voudrais replacer ça aussi dans un mouvement plus large qui connaît une dernière étape majeure dans les années 60. Alors ça a été très, très étudié par les sociologues des religions, par exemple. Parce qu'il y a toujours un petit côté... on parle de spiritualité dans le développement personnel, parce que c'est un mot qui ne veut rien dire.
C'est-à-dire c'est partie de ces mots qui sont tellement flous qu'on ne peut plus mettre dedans. Alors qu'en fait, il y a une spiritualité chrétienne, il y a une spiritualité juive, une spiritualité musulmane, ce que vous voulez, mais qui sont concrètes et structurées selon les sociétés qui les ont vues naître. Mais on va parler de société, de spiritualité, parce qu'il faut surtout pas prononcer le gros mot, qui est religion. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Mais c'est une religion intramondaine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transcendance. Il n'y a plus de paradis et d'enfer. On a juste une vie ici et maintenant. Et il faut en profiter au maximum. Donc il faut intensifier, optimiser nos existences. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut faire des sports, et puis certains types de sports. Il faut pousser jusqu'au bout. Ce qui fait que, quand je parlais de concurrence généralisée tout à l'heure, mondialisation oblige, c'est une concurrence mondiale. Mais ce n'est pas simplement une concurrence vis-à-vis des autres, c'est aussi une concurrence vis-à-vis de soi-même. Il y a un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a écrit un livre il y a déjà un petit moment, dans les années 90, qui s'appelle La fatigue d'être soi. Oui, pourquoi cette fatigue? Pourquoi cet épuisement? Mais parce qu'on est pris entre deux injonctions contradictoires, c'est encore typique du management néolibéral. Soit autonome, soit toi-même, mais en même temps tu es un salarié. Et qu'est-ce qui a marqué notre contrat de travail? Un contrat de travail, c'est un lien de subordination. À moins de développer l'auto-entrepreneuriat ou des systèmes genre Uber, là effectivement, ah oui, là t'es libre d'être tout seul et complètement nu si t'as un problème. Donc voilà, soit autonome, et sur le papier, hein, pas plus. Donc voilà, il y a cette surveillance de soi-même qu'on a dans le développement personnel, on la retrouve un peu partout. Maintenant, on a des choses formidables que sont les montres connectées, par exemple. Alors tout ça, ça appartient à un mouvement qu'on appelle le Quantified Self, le soi quantifié. C'est-à-dire que votre montre va vous expliquer, va vous indiquer votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil, le taux d'oxygénation, si vous avez fait vos 1000 pas par jour. Entre parenthèses, c'est la connerie des 1000 pas, ça ne marche pas. Bref, que vont devenir ces données? C'est pas trop, hein? Peut-être aussi que je suis un peu trop incisif, peut-être qu'à un moment donné, on va vous les exiger de la part des banques et des assureurs et des médecins pour voir si effectivement vous vous surveillez suffisamment, si vous faites bien suffisamment fructifier votre capital santé, parce que si ce n'est pas le cas, ça va coûter trop cher l'assurance. Voilà, donc, ce masque bienveillant, cette injonction à être soi-même, à se réaliser, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne des individus qui sont mis aux normes, tout simplement. On parle de 5 fruits et légumes par jour, très bien. On parle beaucoup de la dictature des critères physiques. Il faut être mince, il faut faire du sport, il faut être en bonne santé, il faut avoir des cheveux longs, machin, tout ça. Mais il y a aussi des critères psychologiques. On ne parle pas de ça. Et tout ça, c'est une mise aux normes. C'est-à-dire que nous sommes devenus des produits sur le marché. Ni plus ni moins. Et il faut être résilient, s'adapter, être bienveillant, être agile, etc. Voilà où on en est, à mon avis. Et puis donc, vous en parliez tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher effectivement d'y faire allusion parce que c'est terriblement d'actualité, mais il y a un livre qui s'appelle La puissance de la pensée positive d'un monsieur qui s'appelait Norman Vincent Peale, qui était pasteur de son État. Et le livre a été écrit en 1952 et se vend toujours. Et un homme s'est revendiqué comme étant le meilleur disciple, le disciple préféré de Peale. D'ailleurs, Peale l'a marié, pour son premier mariage en tout cas. Et l'un des mantras de Peale, c'est effectivement ce qui importe. C'est pas la réalité, c'est la vérité désirée. Et vous savez comment il s'appelle ce disciple? Qui, petit garçon, allait écouter les sermons de Peale tous les dimanches avec son papa? Ben, c'est Donald Trump. Vous voyez comme ça marche le développement personnel? Merci. Merci à vous. Je pense qu'il va y avoir quelques questions, peut-être réactions dans la salle.
C'est bon, t'as du son. C'est bon. Bonsoir, merci pour cette conférence. Moi, il se trouve que je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Moi, philosophe, parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée dans les écrits des philosophes, donc certainement j'ai trouvé pas mal de répondre dans le développement personnel. Et puis pendant toute votre conférence, je sais bien que vous avez décidé d'être incisif, tout ça, voilà, c'est réussi. Moi, ça m'a choqué pas mal de fois. Par contre, j'ai compris à la fin, notamment quand vous êtes passé sur le management libéral, néolibéral, effectivement pour moi c'est un cauchemar, pas que pour moi, mais pour beaucoup de gens dans la salle, et voilà, c'est reconnu comme une grande souffrance à tout point de vue, notamment des personnes. En fait, j'ai compris ce qui me chatouillait, c'est comme si vous aviez dit contre le sport. Et le développement personnel, il y a effectivement des exagérations. Je pense en sport aux petites gymnastes chinoises qu'on massacre corporellement, aux gens qui prennent des trucs interdits pour améliorer les performances. Il y a des coachs malveillants, sportifs malveillants. Enfin, il y a vraiment... Et je me dis, en fait, le développement personnel, ça peut quand même vraiment apporter beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a des excès qu'il faut combattre, etc. Et le sport, ça m'a rappelé Bernard Tapie. Quand vous en parliez, ça m'a rappelé Bernard Tapie quand il faisait son émission à la télé là, avec Véronique et Davina, où c'était vraiment une caricature du sport. Et donc, ça devient n'importe quoi, effectivement. Le développement personnel, il y a de ça aussi, en fait. Il y a des gens qui manipulent, il y a des gens qui l'exploitent, mais il y a aussi plein de belles choses dedans, et ça, je ne vous ai pas trop entendu en parler. Oui. Oui, mais enfin, je l'ai dit, ça peut avoir une utilité, ça peut aider vraiment les gens. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est l'ampleur du phénomène qui pose question. On s'est bien amusé en lisant des passages des livres que j'ai apportés et qui sont très représentatifs, puisque, encore une fois, c'est des millions d'exemplaires vendus. Il y a ce qu'on appelle le pass culture qui a été mis en place par le gouvernement Macron il y a quelques temps. Il y avait des départements pilotes, le Bas-Rhin était un des départements pilotes. Donc on donnait 300 €, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, j'ai une question de changer ça, mais enfin on donne 300 € à des lycéens, étudiants, pour qu'ils achètent des livres. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, je vois arriver les clientes, elles n'ont pas besoin de me demander ce qu'elles veulent, je le sais déjà. Elles veulent les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elles veulent le pouvoir du moment présent, elles veulent, etc. Parce que, voilà, c'était conseillé sur les réseaux. Je suis très inquiet quand je vois des gens de 16, 17, 18 ans qui lisent ça et qui se pâment en me disant que c'est un grand livre de spiritualité. Parce que si vous voulez, effectivement, ça peut pas faire de mal, ça peut même faire du bien, c'est possible. Mais c'est tellement pauvre par rapport à la richesse de notre culture, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit occidentale, ou qu'elle soit internationale, peu importe. Mais vous voyez, on induit en erreur des gens dont l'esprit est encore assez malléable, et je trouve ça vraiment triste. Alors effectivement, j'ai la dent un peu dure, mais c'est parce que ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve les excès. Oui, peut-être que c'est très bien et que comme le sport, mais même le sport, vous prenez l'exemple du sport, mais sans parler de stéroïdes, quand on voit la manipulation sociologique qui est devenue le sport, les grands événements qu'on se sent obligé de regarder, la corruption qui est devenue le football, en 1985, il y avait 4% de matchs payants, de matchs de foot payants à la télévision. Maintenant, c'est 94%. Alors, j'ai l'air de m'éloigner, mais en fait, non. Tout ça pour dire que c'est du business. C'est du business, et ce qui m'énerve, c'est de voir à quel point voilà, on traite la vache jusqu'au bout. Et c'est aussi le fait que ça met certains schémas de pensée dans la tête de ceux qui n'ont pas toujours le recul, et a fortiori quand ils se sentent pas bien, quand ils sont un petit peu en perte de vue d'eux-mêmes. Parce qu'effectivement, quand vous voyez le continuum, c'est pour ça que je parle de management, c'est parce que pour moi, il y a un continuum. Ce sont les mêmes principes, ce sont les mêmes préceptes.
et qui conduisent aux mêmes conséquences, c'est-à-dire à de la souffrance et à de l'exploitation. Donc je me dis, ces petits jeunes de 16-17 ans, ils lisent ça, on les prépare simplement à devenir des salariés qui après, essaieront d'avoir une parole impeccable. Mais souffriront quand même. Alors oui, il y a peut-être des choses très bien, oui, il y a des choses bien dans les bandes rationnelles, je le dis, malheureusement c'est filmé, mais dans l'ensemble, encore une fois, je n'ai parlé que des livres là, il y a tout le reste. Et je vois les types de langage, les façons de penser qui se mettent en place et qui font que, encore une fois, où est le négatif dans tout ça? Où est le deuil? Où est la perte? Où est la souffrance qui existe et qui nous constitue? On les évacue. La psychologie positive, la pensée positive, oui, ça porte bien son nom, mais le problème c'est qu'on est constitué de positif et de négatif. Et j'ai même tendance à croire que le négatif l'emporte en ce moment, vous voyez? Parce que, au bout du compte, il y a une forme de déliaison sociale qui s'instaure. Si on suit les préceptes du développement personnel, on est responsable de soi-même, on est responsable de tout, on est, on est seul. On est seul parce que la société est mal faite, parce que les hommes politiques, on ne peut pas les croire, parce que les médias de masse, vous voyez, j'en ai vu beaucoup de développement personnel, donc il y a des niveaux, c'est un marché qui est très structuré maintenant. Mais là, ce dont on parle, c'est encore d'une certaine façon comestible. Mais il y a d'autres choses qui est symptomatique de ça, où se mélange développement personnel et ésotérisme, et là on arrive dans le grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on arrive dans une forme irrationnelle, on arrive dans une forme d'émotion, et on sait très bien que les émotions sont facilement manipulables. On retombe sur le sport, là. Vous voyez, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il y a un marché qui s'est créé, et je pense qu'on est en train de mettre, oui c'est ça, on met en conformité, on adapte les gens à un type de marché et à un type d'obéissance. C'est tout. Et encore une fois, les gens qui souffrent vraiment, ils sont perdus. Ils sont perdus parce que qu'est-ce qu'il y a là avant? Alors, c'était pas mieux avant, mais bien d'accord. Enfin, il y avait la famille, il y avait des institutions, il y avait l'église. On peut dire tout le mal que vous voulez, certes. Mais c'était quand même une institution et quelque chose qui structurait l'existence du baptême jusqu'à l'extrême-onction. L'église vous accompagnait. À un moment, c'était le Parti communiste, qui est un parti très particulier, mais qui avait cette fonction aussi d'accompagner les gens. Alors là, les gens sont tout seuls, parce qu'on est dans une forme d'individualisme où effectivement, on est totalement désorienté et on cherche un peu désespérément des ressources un peu partout, et le développement personnel se pose comme une ressource. Mais si vous voulez, j'ai juste une petite anecdote, je vais vous dire. À la librairie est venu un des grands auteurs français de développement personnel dont je ne dirai pas le nom. À l'issue de la rencontre, il est sorti, il a été dans les bureaux pour récupérer son petit manteau, et il a dit: ah bah, avec celui-là, je vais enfin pouvoir me payer ma piscine dans ma ville en Toscane. Vous allez me dire: oui, mais lui, il n'est pas gentil, c'est juste un exemple parmi d'autres. Oui, mais ce mec-là vend des millions de livres, et à chaque fois qu'il sort un livre, il cartonne, et ensuite le livre sort en poche et il cartonne. Vous voyez, c'est ce modèle-là qui est derrière. C'est ça qui, moi, qui me rend incisif. Peut-être trop, mais c'est comme ça, c'est la colère. Oui, alors bonsoir. Merci. Je voudrais apporter un témoignage aussi sur. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je peux dire que le management d'une entreprise privée, l'État, c'était une école privée aux États-Unis. Les méthodes de management qui s'appuie sur la parole impeccable, le team building, le groupe d'entreprise, on a eu aussi, etc. Ça fait des ravages épouvantables. Ça amène effectivement des dépressions dans le personnel, parce que la formation du personnel devient ce développement personnel. Ce n'est pas la formation dont les gens ont besoin pour avoir un rapport avec leurs élèves, pour savoir comment lui enseigner. Non, c'est comment avoir une parole impeccable, c'est comment être bienveillant, etc.
Donc ça, je peux dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait vraiment des ravages et qui est quelque chose de catastrophique. Bien sûr, ça va de pair avec l'interdiction de toute action collective, même de toute structure collective. C'est-à-dire que je ne parle pas de syndicat, mais il est interdit aussi d'avoir une émetteur dans ce genre d'établissement. Pour avoir un ton. Et puis, donc oui, sur la gestion et le management, il y avait aussi le film, alors j'ai oublié le nom du réalisateur, avec George Clooney, qui était Up in the Air, et qui est justement un film où on voit en parallèle quelqu'un qui présente sa méthode de développement personnel et qui ensuite est consultant pour comment licencier du personnel dans les entreprises. Et puis enfin, pour finir sur une note un petit peu plus optimiste, parce que moi j'ai un vieux four arlésien, c'est-à-dire que je pense que le rire est le meilleur remède. Je vais conseiller 2 livres. Un libraire, D'abord, c'est le livre de Pascal Fioretto, La joie du bonheur d'être heureux, qui est un pastiche des livres des romans de développement personnel. Chaque chapitre est un pastiche des personnes que vous avez citées, Serge Schreiber, Cyrulnik et bien d'autres. Je vous en conseille la lecture. Pour l'anecdote, le livre s'est retrouvé, quand j'ai voulu aller l'acheter, il était au Furet du Nord, il était au rayon développement personnel. Ce qui est très très bien. Voilà. Et puis l'autre livre, les 2 autres, alors je n'en ai lu qu'un sur les 2, c'est d'un Allemand qui s'appelle Carsten Dusse et qui a écrit Des meurtres qui font du bien, et qui est le récit de quelqu'un qui cherche à obtenir la pleine conscience pour le meilleur de son développement, et je vous garantis que c'est vraiment très très joyeux. Merci pour la recommandation. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Alors moi je suis psychologue et je travaille en psychiatrie publique. Et je vous remercie beaucoup vraiment parce que je commençais à me demander si c'est moi qui déconnais un peu oui, c'est vous. Ou qui était un peu négatif dans toute cette histoire. Moi je me sens très souvent en difficulté avec ça. D'une part parce que j'ai énormément de patientes et de patients qui achètent des livres de développement personnel. Ce sont des gens atypiques. Et de ce fait-là, on a l'impression que ça va les guider et leur dire comment il faut faire pour se normer, pour être dans la norme et pour passer inaperçu de plus en plus. Donc ils vont plaquer toutes ces recommandations jusqu'à l'explosion, bien sûr, parce qu'il y a un moment où ça ne va plus. Et dans ces cas-là, moi je suis très démunie parce que, comme vous dites, je suis peut-être de l'autre côté, en fait, du côté de ce qui ne va pas, et eux veulent vraiment être du côté de ce qui va, donc je suis l'oiseau de mauvais augure, et souvent je le laisse tomber et j'attends que ça passe en me disant, bon, il y a un moment où de toute façon je vais les revoir. Il y a ça, mais il y a aussi mes collègues jeunes psychologues qui de plus en plus se nourrissent de la psychologie positive et me disent que je ne suis pas très positive dans le discours que moi je peux tenir. Il y a mes collègues soignantes, qui eux aussi s'abreuvent vraiment du développement personnel. Et puis il y a aussi des patients, des soignants qui vont voir des coachs. Et là aussi, qui vont être pris par énormément d'objectifs à atteindre, des trucs, ça devient presque une compétition de quelque chose qu'on doit réussir à tout prix. Et voilà, et donc je suis contente de vous entendre parce que des fois, on me dit vraiment que je ne suis pas positive et que je ne suis pas une bonne psychologue. Donc je ne sais pas si je suis une bonne psychologue, mais en tout cas, voilà, je sais que je ne déconne pas. Merci beaucoup. C'est pas que vous n'êtes pas positif, c'est que vous êtes du côté du réel. Le réel, c'est ce qui résiste. Et le problème, c'est que là, maintenant, bon, j'en ai pas parlé du coaching, parce que j'aurais pu, enfin, effectivement, c'est un peu la même chose, hein, mais il y a toujours un retour du refoulé. Hein, donc, malheureusement, on le sait là, depuis un peu plus de 2 ans avec ce qui se passe en Ukraine, on sait avec ce qui se passe à Gaza. C'est pas faire preuve de négativité que de prendre en compte le négatif. Et c'est pas parce qu'on prend en compte le négatif
qu'on est pessimiste. Vous savez, il y a toujours deux écoles. Moi, je suis un peu machiavélien, pas machiavélique, mais machiavélien, quoi. Je préfère voir les choses telles qu'elles sont. Et là, peut-être, on peut faire quelque chose plutôt que tel qu'on aimerait qu'elle soit. C'est l'inverse, justement, du développement personnel. Effectivement, on se sent seul, parce que, encore une fois, c'est un phénomène de plus en plus massif. C'est-à-dire que c'est une espèce d'aseptisation du réel permanente, qui passe par le langage, entre autres, mais qui est très très puissante, parce que, encore une fois, elle est doucereuse. Hein, elle s'avance masquée, s'avance souriante. Donc, oui, on se trouve démuni, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Et je peux témoigner que j'en ai fait l'expérience très souvent, on fait du mauvais esprit. Hein, on est méchant. Bonsoir. J'ai cru comprendre que vous êtes libraire et que c'est basé aussi sur cette expérience-là que vous avez une vision de ce qui se développe et dans quelle mesure ça se développe. Et je me suis demandé en vous écoutant, est-ce que vous avez remarqué différents registres de développement personnel et surtout, est-ce que vous avez remarqué une différence sur le public auquel ça s'adresse? Je pense notamment plutôt à une vision homme-femme, par exemple, des livres qui s'adresseraient plutôt à des femmes qui valoriseraient certains comportements, certains objectifs atteints, plutôt de l'ordre de l'émotionnel, de contrôle de ses émotions, blablabla. Et de l'autre côté, un développement personnel plutôt orienté vers le profil, le développement économique, même dans le sport. J'ai en tête des exemples de coachs en développement qui sont très orientés vers la performance physique, mais plutôt à destination d'un public masculin. Je me demande si vous avez observé ce genre de division et du coup, comment ça peut aussi participer à perpétuer certaines visions de ce que sont les hommes, les femmes, et faire une division un peu artificielle entre les qualités vers lesquelles on doit s'orienter selon son genre. Merci. Alors, comme je le disais, le développement personnel, c'est un marché qui est très structuré maintenant. Donc, qui dit structuré dit différencié. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez certaines collections de poche moins chères, donc pour les plus jeunes, voilà, ceux que j'ai cités par exemple sont en poche, et on en parle tout le temps sur les réseaux, donc les plus jeunes y vont souvent. Après, il y a je pense que la structuration sociologique, elle s'opère un peu hors des livres. Enfin, il y a aussi des gens qui disent Cyrulnik ou Christophe André, ça va être un petit peu plus classe moyenne, etc. Mais après, effectivement, quand on monte encore un peu plus dans la hiérarchie sociale, c'est des trucs plus individualisés. Donc le coaching, par exemple, c'est partie de ces choses. Alors coaching, ça vient du sport, maintenant c'est dans le milieu professionnel. Il y a aussi maintenant des coachs. Alors il y a des coachs de vie. Alors moi je suis sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn, qui est un réseau social professionnel au départ. Alors je n'ai plus en tête les appellations par lesquelles se désignent les personnes que j'ai pu croiser sur ce réseau, mais effectivement les coachs de vie, facilitateurs, accompagnateurs, accompagnatrices, il y en a beaucoup. Donc là ça va être des gens qui vont... voilà. Ça va être un peu plus haut, c'est à ces gens-là qu'on va avoir affaire. Pour ce qui concerne les différences de genre qui sont accentuées, évidemment. Donc, le trio gagnant pour votre formation personnelle pour les garçons, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, l'autoroute du millionnaire de je sais plus qui, et Power, d'un mec qui s'appelle Green. Power, en fait, c'est une compilation de tout un tas de citations de stratèges, de généraux, de philosophes, pour développer le power, la puissance. Et les garçons, c'est pareil. Les garçons, ils viennent, t'attends pas ce que tu veux. Bouge pas, je sais ce que tu veux. Voilà. La pile, elle est là. Ils achètent ça, les garçons. Donc, grosso modo, pour les garçons, c'est affirmer sa virilité, parce que voilà, il y a aussi des pensées limitantes. Il ne faudrait pas qu'on soit trop gentil, ça marche dans le sens. Et puis, comment gagner des sous-sous sans se fatiguer. Voilà. Il y a aussi Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, que j'ai oublié, qui se vend aussi très très bien. Alors le problème, c'est qu'il y a un malentendu, c'est que Réfléchissez et devenez riche, normalement ils auraient dû, pour être honnête, rajouter spirituellement. Donc il y a un gros malentendu là-dessus. Mais effectivement, il y a des stéréotypes de genre qui sont entretenus, même si les livres que je vous cite là, pour les garçons ne sont pas étiquetés développement personnel, mais ils sont nets de toute façon. Oui, bonsoir. Donc, moi, ça m'a fait du bien ce que vous avez dit, parce que je travaille dans le social, je suis dans
l'environnement économique est violent et que, en fait, les gens qu'elles reçoivent, elles vont puiser. Moi, j'ai une collègue qui faisait la cortopec, quoi, je veux dire, avec des gens qui sont au RSA. Je veux dire, c'est ça aussi qui est grave. C'est que malgré tout, que ce soit dans le médical ou que ce soit dans l'accompagnement social, il y a ce genre de pratique qui va être faite par les accompagnants, mais en toute bonne foi, puisqu'ils sont formés à le faire. Mais la problématique, c'est qu'ils sont avec des gens qui sont très fragiles, qui n'ont pas la capacité d'avoir une distance par rapport à un propos sur, en fin de compte, voilà, vous ne trouvez pas de travail parce que votre moi intérieur n'est pas assez fort pour vous faire lever le matin et vous maquiller. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. Alors évidemment, pour des gens qui ont une capacité intellectuelle, lire ces livres, ça peut détendre. Ça peut résoudre certains problèmes qu'on a à un moment donné dans sa vie, mais pour des personnes qui n'ont pas accès régulièrement à la culture, qui n'ont pas accès régulièrement à pouvoir penser autrement que par le diktat de l'accompagnant, eh ben moi je trouve ça très très grave et je suis très très inquiète pour l'avenir. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les gens qui sont en dépression, on va leur dire hey, bouge-toi un peu, quoi, hein, à faire du sport. Que le problème, c'est justement que la volonté n'est plus là. C'est ça le souci. C'est pas un manque de volonté, c'est que voilà, on n'est plus en capacité d'avoir cette volonté. Il faut vouloir, comme disait Nietzsche. Hein. Il faut vouloir. Bon, oui, c'est terrible. Et ce qui m'embête, moi, c'est que alors j'essaie de pas trop. Je vous remercie pour votre question, mais j'essaie de pas trop tenir compte de ce que vous me dites parce que ça fait quand même un petit moment que j'entends parler de ces. Alors, on dit des jeunes, on va dire les plus jeunes, parce que c'est jeune, c'est une catégorie qui n'est pas homogène, mais je vois quand même un appauvrissement assez inquiétant. Un manque de recul, un manque d'ouverture d'esprit. Alors, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là parce qu'en plus j'ai une enseignante à côté de moi, donc mais et pas seulement dans votre domaine, et pas seulement dans le vôtre, mais dans plein d'autres. Donc c'est ça qui m'embête, c'est qu'effectivement ils sont nourris, ils têtent le lait du développement personnel de plus en plus jeunes. Et effectivement, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Alors j'en parle dans un autre bouquin qui vient de sortir, mais pour montrer en fait que cette pensée de... Je ne sais pas si ça va vous faire ma pub, hein, c'est juste pour dire que j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet. Mais cette façon de se mettre en scène, par exemple, dans les réseaux sociaux, joue beaucoup, parce qu'on se met en scène sous son meilleur jour toujours, quitte à trafiquer un petit peu, voire beaucoup. Mais c'est ça, on préfère une impression, on donne une impression de positivité, sans se douter, alors que ça, on le sait quand on a un tout petit peu d'expérience. Alors, les expériences... des bonnes et des moins bonnes, elles sont plus ou moins valables, elles éclairent plus ou moins. La plupart du temps, elles sont personnelles, c'est pour ça que le développement personnel, ça ne peut pas marcher aussi. Bref, on sait qu'il y a un moment où le vernis va s'écailler. Et c'est ça qui est triste, parce que quand on voit l'état de la psychiatrie française, par exemple, on va dire que je suis pessimiste, mais voilà quoi, ça va faire mal, c'est évident. Ça fait déjà mal. Donc après, on aura les mecs sur CNews qui vont nous dire ah ben regardez, machin, il y a eu un massacre. Oui, qu'est-ce qui vous étonne dans tout ça? Sinon, il y a encore 4 questions. Oui, je vais essayer d'être assez bref. Vous m'avez fait peur à un moment en nous parlant de l'encadrement par l'Église et par le président. Mais c'est on n'entend pas. Pardon, j'ai eu un peu peur, j'ai vu que c'était mieux avant. Heureusement, vous avez eu en conclusion un mot qui me paraît important, c'est le réel, c'est ce qui résiste. Et je crois que c'est bien la question qui nous est posée. Et je n'ai pas l'impression, moi, je ne suis pas très pessimiste sur les capacités de résistance. En tout cas, merci pour votre conférence. Moi, elle m'a fait repenser à un penseur complètement oublié aujourd'hui, Yves Barrel, un Grenoblois, qui en 1984 a publié
qui est la société du vide. Et je crois qu'il annonçait notamment le développement du sport à outrance comme réalisation individuelle. Et je crois que ce type de problématique dépasse largement la pensée positive, on la trouve dans beaucoup d'autres domaines. En tout cas, merci pour cette pensée critique qui m'a permis de faire un point sur des choses que je méconnaissais en bonne partie. Merci. Ceci dit, je pourrais être communiste. Hein. Alors, juste une chose, le réel c'est ce qui résiste, c'est une citation de Lacan. C'est le réel, c'est ce qui nous résiste toujours. Et puis ça c'est Gilles qui disait on peut être athée mais pas impie. Bonsoir, merci pour la conférence. Moi j'ai découvert le développement personnel à travers YouTube, à travers vidéo après vidéo, tout ce qui m'intéressait un petit peu, mais ça faisait partie de pas mal de choses, entre autres ça, et aussi la communication non violente. Je voulais savoir si vous mettiez ça dans le même sac, ou si c'était plus positif, ou comment vous le situez, si vous connaissez ce sujet. Alors la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg, donc ça fait partie de ces choses qui sont aussi happées par le développement personnel. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez quelque chose qui est tout à fait respectable, qui est fait d'une recherche, d'une avancée théorique, voilà, une expérimentation, ça reste des sciences humaines, donc voilà, la science dure, mais il y a quelque chose, il y a un contenu, il y a un fond. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un livre qui se vend toujours beaucoup, et régulièrement, donc les éditeurs s'en sont dit, mais si on va en faire. Donc après, vous avez tout un tas de bouquins sur la communication non violente qui avaient vraiment plus grand chose à voir avec Rosenberg, qui n'avait pas du tout son ampleur intellectuelle et théorique. Et du coup, ça aussi, ça a été dénaturé. Mais au départ, ça ne l'est pas. Mais c'est comme Jung, si vous voulez. Hein. Jung, quand il parle de synchronicité, il y a des années-lumière de ce qui en est fait maintenant. C'est comme les physiciens qui vont dire, bah oui, vous ne parlez pas de quantique en ésotérisme, les mecs, vous n'y comprenez rien, même nous, on a du mal. Mais vous voyez, voilà, c'est un truc, c'est pareil. Au début, c'est pas mal, mais une fois que c'est reconfiguré par le développement personnel, bah, ça devient du murmure. Bonsoir, merci pour la conférence. Du coup, moi j'avais j'ai pris plein de trucs que je trouvais intéressants dans ce que vous disiez sur le développement personnel et sa critique, notamment voilà, la difficulté à penser le collectif. On est sur l'individu, pas sur le collectif, le côté très compatible avec le capitalisme, de ce que ça peut avoir et tout ça. Moi, ce que j'en tirais, je me posais la question, c'était qu'en fait le problème, je me demandais si c'était pas la problématique d'accuser spécifiquement le développement personnel, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'au final, le problème, c'est un peu le capitalisme, quoi. C'est en gros le fait d'avoir un créneau porteur qu'on va chercher à exploiter, c'est certains, et en fait le problème c'est peut-être plutôt certains usages du développement personnel que le développement personnel en lui-même. Je me demandais si en fait on ne pouvait pas aussi lui faire un peu dire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que moi je pense aussi à plein de trucs dans le développement personnel qui vont dire voilà, pensez que vous n'avez rien à réussir, rien à atteindre par exemple. Le côté se reconnecter avec ses sentiments, ça peut être aussi de la colère. Je pense à l'exemple que vous aviez tout à l'heure, vous citiez sur la personne qui se fait harceler au travail et à qui on dit voilà, là, tu es en train de cracher sur ton collègue, ta parole doit être impeccable, mais il faudrait aussi répondre en termes de développement personnel en disant mais oui, mais là je suis connecté à mon ressenti et c'est mon ressenti que je vous partage. Donc voilà, j'avais l'impression qu'au final l'enjeu c'était peut-être pas le développement personnel, certains usages qui en étaient faits qui pouvaient reconduire des rapports de pouvoir, ce genre de choses. Si, vous avez complètement raison, c'est pour ça que en fait, le livre part du développement personnel pour arriver à autre chose. C'est-à-dire que je ne sais plus si ce qui a été mis dans le texte de présentation de la conférence de ce soir, mais le développement personnel c'est juste un symptôme. Le but c'était de lever le masque. Encore une fois, on parle de développement personnel. Il y a un livre qui a été écrit par Julia de Funès qui s'appelle Développement impersonnel, où elle explique qu'effectivement, donner des recettes
pour des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont s'appliquer à tous indistinctement, sans compter leur individualité, leur expérience, leur milieu d'origine, etc., ça ne tient pas. C'est pas faux. Mais on peut parler de développement impersonnel aussi en un autre sens, qui serait que ce qui importe, c'est pas ce qui nous est personnel, c'est ce qui nous est impersonnel au sens de ce qui nous appartient à tous. C'est ça aussi la critique qu'on peut faire. Et encore une fois, oui, peut-être qu'il y a des bonnes choses, effectivement, mais quand vous voyez sur quoi ça s'appuie, parce que c'est ça le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut critiquer le développement personnel en disant, bon, c'est un peu con, puis franchement, ma grand-mère disait la même chose, alors mieux, oui, mais qu'est-ce qui est mobilisé derrière? C'est une conception de l'individu, encore une fois, qui est très problématique, puisque, je l'ai dit, mais je le répète, c'est démerde-toi. Démerde-toi, tout seul, ne compte que sur toi-même. Donc, qu'est-ce que ça donne dans une société un principe pareil? Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, on peut critiquer le capitalisme, il se trouve que je critique un peu le capitalisme, mais je ne suis pas tout seul, je veux dire, quand on dit capitalisme, forcément, tout de suite, bon, l'ennemi est identifié, et encore, il faudrait préciser. Mais si on dit développement personnel, voilà, on est tout sourire. Et c'est ça qui, moi, me gêne, parce que l'ennemi qui, effectivement, est désigné, et le gros méchant, etc., ça va. Encore qu'il faut rentrer dans tout un tas de choses pour expliquer et démonter le mécanisme. Mais le développement personnel, pourtant, il y a eu des livres critiques. Il y a eu le livre d'Eva Illouz qui s'appelle L'Apicratie, il y a eu un livre de Michel Lacroix qui s'appelait Le développement personnel, il y a même eu un livre de Pascal Bruckner qui s'appelait L'euphorie perpétuelle sur laquelle il y a le bonheur permanent. Ça ne donne rien. Je veux dire, encore une fois, je vois les ventes, ça me fait mal au cœur de voir ça, quoi. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Je ne comprends pas. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Donc, effectivement, peut-être que, encore une fois, je le répète, ça peut aider à certains moments, mais le développement personnel, c'est juste une émanation, un phénomène de quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus profond, qui est notre conception de l'individu aujourd'hui, qui est un individu qui s'estime autosuffisant. Marcel Gauchet a écrit dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, nous sommes face à des individus qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, estiment qu'ils peuvent se passer de société. Si effectivement c'est ce vers quoi on tend, encore une fois, quoi, voilà, ça m'inquiète, c'est tout. Ça m'inquiète, je pense que les préceptes de base sont faux, sont mensongers et sont dangereux. Voilà. Et qui se présentent sous une tonne de guimauve. Moi j'enlève la guimauve et je mets du poivre. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'éléments probants pour qu'on voit vers quelle dérive ça peut mener. Et je n'ai même pas parlé des croisements entre développement personnel et ésotérisme et les gourous qu'on voit sur le net et de l'inflation des cas qui ont été signalés à la Mililune, donc à la mission interministérielle de vigilance, machin, dérive sectaire. Parce que ça explose. Parce que cet individualisme, c'est l'individualisme aussi de l'homme ou de la femme qui est seul devant son écran et qui parle à quelqu'un qui lui raconte n'importe quoi et qui, quand il est en cancer en phase terminale, lui fait boire du jus de boulot. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, c'est-à-dire que ce qui est derrière tout ça, c'est l'appauvrissement du lien social, la solitude terrible des gens. C'est ça qui, moi, qui m'inquiète, encore une fois. Je suis très inquiet. Oui, merci. Je suis plutôt d'accord avec vous dans l'idée que la base est pourrie et qu'il n'y a rien à construire dessus. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'y essayent et qui essayent de faire ça dans des perspectives progressistes, émancipatrices et tout blabla. Moi j'ai lu un bouquin qui s'appelle Politiser le bien-être de Camille Test, c'est chez Binge Édition. C'est une coach de yoga et pratiques psychocorporelles qui nous explique, je cite, on peut hacker les pratiques du bien-être pour en faire de puissants outils d'émancipation et de changement politique. Tout en disant que, bien sûr, le développement personnel, c'est néolibéral, bien sûr, c'est de la merde, mais il y a quand même des outils qu'il faut répondre dedans, quoi. Et moi, j'ai un peu un problème avec ces critiques-là, parce que quand on critique le capitalisme, quand elle critique le capitalisme, en tout cas, et le néolibéralisme, c'est creux. En fait, il n'y a pas de classe sociale dans ces critiques, par exemple. Et pour moi, dans les insinuations qu'il y a de développement personnel dans les milieux politiques d'extrême gauche que je fréquente,
il y a cette négation systématique des rapports de classe et puis des systèmes d'oppression en général. En fait, il n'y a pas d'approche matérialiste avec le développement personnel, c'est pas possible. On a des individus qui se démerdent tout seuls avec leur déconstruction, avec leur communication non violente, et ce sera à chacun de faire son petit truc pour soi, et puis ce qu'on ferait pour nous, ça changerait le monde en fait, avec cette espèce d'idée qu'on retrouve autant chez les décroissants que chez les féministes, quoi. Et moi du coup, je m'inquiète pas trop plus des jeunes générations que des anciennes, parce que ça, je le vois vraiment un peu partout. Cette négation de politique matérialiste appropriée sur l'individualisme, et ça du coup, si ça se nourrit du développement personnel, ça vient aussi le créditer, je pense. Peut-être. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est quand même super importante, c'est que depuis les années 60, on assiste à un phénomène dans les sociétés occidentales comme la nôtre, pas les pays de l'Est, pas de l'Est, parce que c'est une autre histoire, une autre culture, une désinstitutionnalisation. On ne se rend pas compte du vide qui a été créé par la disparition du christianisme, enfin du catholicisme comme religion dominante, voire hégémonique, quasiment hégémonique en France. Il n'est pas question de savoir si on est croyant ou pas croyant, c'est pas la question, c'est quel est l'impact sociologique d'un système de croyance sur une société. Or, il se trouve qu'à partir du moment où le petit Jésus disparaît de la scène, la société, c'est encore pire que la nature, elle a vraiment horreur du vide. Donc on va combler ce vide avec tout un tas de croyances. Et le développement personnel fait partie de ces croyances. L'ésotérisme contemporain, que moi j'appelle l'ésotérisme, c'est aussi une façon de remplir ce vide parce qu'on a besoin de croire. On peut trouver ça critiquable, peu importe, on s'en fout. C'est une donnée anthropologique. L'homme ou la femme a besoin de croire. Et je pense qu'il y a ça aussi derrière le développement personnel, ce besoin de croire en quelque chose parce qu'on n'a plus de grilles de pensée qui ont marché pendant presque 2000 ans, quoi. Donc ce vide-là, en fait, on s'en rend compte seulement maintenant. Et je crois que c'est que le début. Et je crois même, pour aller un peu plus loin, et là je m'appuie sur un autre sociologue de religion qui s'appelle Yves Lacoste, qui dit que la religion telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui disparaît. Donc c'est ça qui se passe aussi. Donc je pense qu'il y a ça. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à utiliser dans le développement personnel, mais en fait, il n'y a rien qu'on puisse utiliser dans le développement personnel qui n'existait pas déjà avant lui. C'est-à-dire qu'il y avait un joli slogan sur une vitrine d'une filiale de la BNP à Paris lors d'une manif. Le féminisme sans la lutte des classes, c'est du développement personnel. Voilà, c'est vachement bien résumé. Et le problème, c'est que le développement personnel pose toujours une vision très irénique de la société. Or, une société, c'est traversé par des conflits. La concertation, on sait comment Macron utilise ça, c'est je dis ce que je pense, tu dis ce que tu penses et on fait ce que je veux. Voilà. Le consensus à tout craint, ça ne marche pas, ou ça n'est pas viable tout le temps. Il y a des conflits, il y a des luttes. Et malheureusement, le développement personnel met un couvercle là-dessus, comme si effectivement ça n'existait pas. Comme si on n'était pas aussi, c'est malheureux, il faut le dire, déterminé socialement. Bien, je crois qu'on va devoir arrêter parce que l'heure arrive. En plus, comme vous l'avez vu, la librairie du Labyrinthe est là et vend les livres de Thierry Jobard. Donc il y a son livre contre le développement personnel et son dernier livre, Crise de soi, je crois qu'il y en a un autre. Donc si vous voulez avoir le temps de regarder et peut-être faire une signature, sachant qu'il faut qu'on libère la salle. Donc merci à vous. Notre prochaine rencontre aura lieu le 19 novembre avec Hervé Lebras, un grand démographe, dans le cadre de Migre en scène, le festival annuel de la CIMAD, et la thématique sera y a-t-il un grand remplacement, faut-il craindre un grand remplacement avec beaucoup de guillemets, puisque c'est une question très rhétorique, bien évidemment.